On va commencer avec une date, le 17 novembre 2025. C'est une date qui, je pense, pourrait vraiment marquer un tournant. Oui. Jusqu'à présent, parler d'une bulle de l'IA, c'était un peu un sujet de sceptique, hein. Mais quand c'est le PDG de Google lui-même, Sundar Pichai, qui emploie ce mot, là, le signal est on ne peut plus clair. Ah là, ça change tout. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de décortiquer un peu cette déclaration choc. On va croiser ses aveux avec, d'un côté, les données d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie et de l'autre, le verdict des analystes de Gartner. Et tout l'enjeu, c'est de connecter deux réalités. D'un côté, on a cette effervescence économique presque irrationnelle autour de l'IA. C'est ça. Et de l'autre, son coût écologique, qui lui est bien réel et de plus en plus lourd. On dirait bien que la fête est terminée. C'est un peu l'heure des comptes, quoi. À la fois financiers et environnementaux. Alors justement, commençons par ça. Par cet aveu économique. Dans une interview à la BBC, Sundar Pichai, il n'y va pas par quatre chemins. Il utilise une expression très très forte, exubérance irrationnelle, Mhm. pour décrire l'état actuel des marchés de l'IA. Venant du patron de Google, c'est quand même un sacré pavé dans la mare, hein. C'est une expression qui a une histoire en plus. C'est Alan Greenspan, l'ancien patron de la Fed, qui l'avait utilisé juste avant l'éclatement de la bulle Internet de 2000. Ah oui, c'est vrai. Donc la référence, c'est fou, tout sauf anodine. Pichai envoie un signal très clair, hein. Ce qu'on vit ressemble à s'y méprendre à la bulle d'il y a 25 ans. Et il ne s'arrête pas là. Il ajoute une phrase qui est, je trouve, vraiment au cœur du problème. Il dit aucune entreprise ne sera immunisée, y compris nous. C'est fou venant de lui. Oui, C'est comme s'il avouait publiquement une vulnérabilité, alors que Google est censé être au centre du réacteur. Ce qui est fascinant, c'est que ce sentiment qui vient vraiment du sommet, il est parfaitement validé par les analyses externes. Le fameux Hype Cycle de Gartner pour 2025, il est formel. Oui. L'IA générative se trouve désormais dans ce qu'ils appellent le creux de la désillusion. Attendez, creux de la désillusion. Ça sonne brutal. On parle de quoi concrètement? D'investissements qui ne rapportent rien? C'est ça. Ça le problème. C'est un décalage massif entre les investissements et les résultats. Les sources mentionnent un chiffre qui donne le vertige, hein. Plus de 1000 milliards de dollars investis dans les infrastructures d'IA. 1000 milliards de dollars. C'est une somme qu'on a du mal à se représenter. C'est astronomique. C'est plus que le PIB de la Suisse ou de l'Argentine. Et tout ça, pourquoi au final? Eh bien pour un retour sur investissement qui se fait cruellement attendre. Le chiffre qui illustre le mieux ce creux, c'est celui-ci. Moins de 30% des PDG se disent satisfaits des retombées financières concrètes de leurs investissements en IA cette année. Moins de 30%. Oui, le décalage est hallucinant. Des dépenses colossales pour une satisfaction très très limitée. C'est la fin de l'argent facile, de l'investissement juste pour en être. Seules les stratégies solides vont survivre à cette phase de correction qui s'annonce. D'accord? Donc on a cette bulle financière, cette exubérance. Mais ce qui est frappant dans les documents, c'est que ce n'est pas juste une crise de confiance ou de rentabilité. Il y a un mur, un vrai mur physique, l'énergie. C'est le deuxième aveu de Pichai, et peut-être le plus important. Oui. La désillusion économique est directement liée à une contrainte physique. Les deux sont inséparables. La technologie coûte cher à faire tourner, incroyablement cher. Et il a notamment confirmé un chiffre colossal qui vient du rapport Electricity 2025 de l'Agence internationale de l'énergie. Et là, ça devient très concret. Oui, le rapport indique que l'IA a consommé 1,5% de la production mondiale d'électricité l'an dernier. 1,5%. Ça peut sembler peu, mais il faut mettre ça en perspective. C'est l'équivalent de la consommation annuelle d'un pays entier comme le Japon. Attendez, l'équivalent du Japon, chaque année, c'est pas juste une augmentation ponctuelle. C'est comme si on branchait un nouveau pays industrialisé sur le réseau mondial, tous les ans. C'est ça, l'idée. C'est exactement ça. On ne parle plus d'un coût marginal, mais d'un mur physique. Les infrastructures énergétiques mondiales, les réseaux, les centrales, elles ont tout simplement pas été conçues pour absorber une telle croissance aussi rapidement. Et l'ironie, c'est que Google, qui a beaucoup communiqué sur ses objectifs verts, se retrouve pris à son propre piège. C'est un retour de bâton spectaculaire. Oui, pour une entreprise qui a fait de son engagement écologique un argument marketing majeur. Et c'est sans doute l'aveu le plus difficile pour Pichai. Il a admis que leur objectif de neutralité carbone pour 2030 serait, et je cite, affecté. Affecté, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme très, très poli. Les chiffres de leur propre rapport environnemental 2024 parlent d'eux-mêmes. Les émissions de Google ont augmenté de 48% en un an. Quasiment 50% d'augmentation. Et cette hausse, elle vient d'où?
quasiment entièrement de la course à l'IA, j'imagine. Intégralement. C'est la puissance de calcul pour entraîner et déployer ces modèles qui fait exploser les compteurs. Et ça soulève une question cruciale pour tout l'écosystème du web. C'est-à-dire? Si un géant comme Google, avec ses moyens quasi illimités, n'arrive pas à compenser sa propre empreinte, il va devenir absolument impitoyable sur l'efficacité de son infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire impitoyable? Ça veut dire que la logique change. Jusqu'à présent, un site web lourd, un contenu peu performant, c'était une mauvaise pratique SEO. Oui, Demain, ça devient un coût direct, tangible, insupportable pour le moteur de recherche lui-même. Chaque requête, chaque page, chaque image a un coût énergétique. Du coup, la chasse au gaspillage va devenir une priorité absolue. Pas par idéologie, mais par pure nécessité économique. mais est-ce que ça veut dire un web plus simple, plus moche? Si on se met à tout optimiser à l'extrême, est-ce qu'on ne risque pas de perdre en qualité d'expérience? C'est une excellente question. Les gens attendent quand même des expériences riches, de la vidéo. La sobriété, ça peut être perçu comme un retour en arrière un peu cheap, non? Et la réponse est non, pas forcément. La sobriété, c'est pas le minimalisme forcé, c'est l'intelligence de la conception. D'accord. C'est utiliser une image au format WebP plutôt qu'un vieux JPEG, c'est charger une vidéo seulement quand on clique dessus, c'est s'assurer que le code est propre. On peut avoir des expériences très riches qui sont aussi très légères. En fait, la légèreté, c'est souvent une meilleure expérience UX. Le site se cherche plus vite, il est plus réactif. Donc, face à ce double mur, financier et énergétique, on fait quoi? Si on est créateur de contenu, une agence, un produit web, on a l'impression d'être pris en étau. Il faut pas forcément le voir comme la fin du monde, plutôt comme une clarification du marché. Hmm. Le parallèle avec la bulle Internet de 2000 est très pertinent. Son éclatement n'a pas tué Internet, au contraire. Non, ça a été une purge. Voilà, une purge salutaire. Les sites gadgets, les projets sans modèle économique ont disparu. Et de cette correction ont émergé des entreprises solides, réellement utiles. Amazon, Google à l'époque. Qui sont devenues plus fortes. Exactement. On entre dans une phase de correction similaire pour l'IA. La stratégie serait donc de faire partie des survivants, de construire quelque chose qui résiste. Les sources évoquent plusieurs pistes, à commencer par une idée simple, sortir de la hype. Oui. Arrêter de créer du contenu avec l'IA simplement parce que c'est possible et que tout le monde le fait. C'est le point de départ absolu. L'accent doit être mis sur ce que les documents nomment l'utilité durable et la qualité radicale. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donnons des exemples. La qualité radicale, qu'est-ce que c'est dans la pratique? Imaginez un site de recettes de cuisine. Au lieu de générer avec une IA 50 recettes de pâtes à la carbonara un peu fade, Oui, toutes similaires. la qualité radicale, c'est d'en produire une seule. Mais cette recette, elle est filmée en 4K. Elle est testée par un vrai chef. Elle contient des astuces qu'aucune IA ne peut inventer. C'est un contenu qui a une valeur immense et qui se démarque totalement. Et l'utilité durable? L'utilité durable, c'est de passer de créateur de contenu à créateur de valeur. Au lieu d'écrire un énième article sur comment perdre du poids, c'est créer un outil sur votre site. Un calculateur de calories ultra précis, un générateur de plans de repas. Ah oui, quelque chose que les gens vont mettre en favori et réutiliser. Exactement. C'est un actif, pas juste un article qui sera oublié demain. D'accord, la qualité et l'utilité, ça attire du trafic organique, de la confiance. Mais si la bulle éclate, les budgets publicitaires vont s'effondrer. Comment on monétise cette confiance? Le trafic organique, c'est bien, mais ça paye pas les factures directement. C'est le nerf de la guerre. Et les sources suggèrent que cette crise va accélérer un basculement de modèle. Le trafic payant, il s'effondre en premier. Ce qui reste, c'est la relation directe avec son audience. C'est là que l'IEAT de Google, l'expertise, l'autorité, la confiance, devient cruciale. Ça devient une assurance vie. Ce n'est plus une simple reco SEO, c'est un pilier de la résilience économique. Et donc, on bascule vers quel modèle? Vers des modèles de monétisation directe. Les abonnements pour du contenu premium, la vente de formations, de produits, l'accès à une communauté payante. Des modèles qui ne dépendent pas de la pub. Voilà. Ils dépendent uniquement de valeurs que vous apportez et de la confiance que votre audience vous accorde. Dans un monde post-bulle, la confiance, c'est la seule monnaie qui conserve sa valeur. Le dernier point, qui boucle la boucle avec l'énergie, c'est la sobriété numérique. Alléger les sites, les contenus, c'est un retour au pragmatisme, quoi. Ce n'est même plus du pragmatisme, c'est un avantage concurrentiel majeur. Dans un monde où l'énergie est chère et où Google pénalise le gaspillage, la légèreté, l'efficacité, ce ne sont plus des options, Un site rapide sera favorisé. non seulement pour l'expérience utilisateur, mais aussi pour des raisons purement économiques du côté de Google. La sobriété en 2025, c'est de l'intelligence stratégique. C'est de la performance.
Le message de Sundar Pichai est donc un avertissement très très clair. La transformation par l'IA est réelle, personne ne le nie, mais le chemin à suivre n'est pas celui de l'adoption aveugle et effrénée qu'on a connue. Il s'agit de passer d'une logique de suiveur à une logique de maîtrise. Maîtriser les outils avec responsabilité plutôt que de suivre la tendance. La conclusion des documents, c'est une invitation à ne pas être l'investisseur irrationnel de son propre contenu. L'investissement intelligent se porte sur la durabilité, Voilà. sur la qualité, l'utilité et la durabilité de ce qui est créé par des humains, augmenté par la technologie. Et pour laisser matière à réflexion, toute cette analyse s'est concentrée sur le coût énergétique de l'utilisation des modèles d'IA, leur coût de fonctionnement. Mais il y a un coût caché, bien plus massif. Qu'en est-il du coût environnemental de la fabrication de toute cette infrastructure IA? Les milliards de puces, les serveurs, les systèmes de refroidissement monstrueux, la construction des data centers. Toute la chaîne logistique derrière. Exactement. C'est une autre facette de la dette écologique, bien plus difficile à mesurer, que cette course à l'IA est en train de creuser silencieusement.